Voilà. Franck, vraiment merci d'avoir accepté l'invitation. On a attendu très très longtemps pour avoir ce ministre délégué à la santé. On se posait même des questions. Il y a un moment où on a fini par se poser des questions. Enfin, c'est peut-être ma naïveté, celle de se dire, est-ce qu'on va avoir vraiment un ministre de la Santé en dessous de Catherine, de Catherine Vautrin? Et puis, remaniement ministériel de Gabriel Attal, Frédéric Valtou, qui est nommé comme ministre délégué à la Santé et à la Prévention. Chance, on retrouve la prévention dedans. On a eu peur pendant un moment. Mais on savait aussi qu'il y avait des zones de faille. Et ce qu'on voudrait voir avec toi, c'est les zones de clivage qui peuvent qui peuvent exister entre le monde de la médecine libérale, ce pays qui hiérarchise tout, veut toujours mettre les professions en pile les unes au-dessus des autres sans voir les complémentarités qu'on peut faire entre les différentes structures. C'est un commentaire personnel en passant. Mais on sait qu'il y a des problématiques vis-à-vis de la médecine libérale. Et puis également que tu nous parles de la Convention, parce que la Convention avance. Et la Convention, elle intéresse tout le monde, les citoyens, les élus locaux, parce que ça va avoir des impacts dans les territoires. Et on a tous besoin de savoir un peu comment la puissance publique voit les choses et comment les professionnels également se positionnent par rapport à ça. Voilà, donc vraiment merci d'avoir accepté. Je te passe tout de suite la parole. Merci à toi, Olivier. Alors, tu n'as pas mis ta caméra non plus, donc je parle devant un écran blanc, mais je ne sais pas si c'est normal. Je te vois pas. Je suis là. Voilà. Et voilà. Eh ben, c'est pas toi, mais bon. Non. J'ai coupé la mienne. D'accord. Oui, il y a plusieurs questions. Est-ce que, d'autant plus que tu l'as vu et vous l'avez tous vu, la CSMF, nous avons réagi de façon inhabituelle pour la CSMF. Accueillir la nomination d'un ministre délégué par des propos disant c'est une déclaration, en le nommant, le président de la République déclare la guerre à la médecine libérale, c'est inhabituel pour la maison CSMF. Franchement inhabituel. On a expliqué notre propos. C'est pas, contrairement aux propos tenus par la ministre en charge Catherine Vautrin, qui, en rémois que je suis, la connaît et la connaît bien, quand elle dit j'en appelle au respect et j'attache une grande importance au respect, nos propos et mes propos ne sont pas et n'ont pas été irrespectueux, pas du tout. En revanche, on a pointé du doigt que cette nomination qui était une surprise sans être vraiment une surprise, on connaît l'appétence qui est celle de Frédéric Valtou sur les sujets de la santé. On connaît son application dans la santé, c'est un domaine qu'il connaît bien. On connaît, nous aussi, les libéraux, quelles ont été ses prises de position pendant les 10 années de présidence qu'il a eues à la Fédération hospitalière de France. Et si je dirais qu'aujourd'hui, à la FHF, tout a changé et rien n'a changé, tout a changé dans la forme, parce que son président, que lui aussi est rémois, Arnaud Robinet, que je vois tout le temps, on déjeune ensemble quelques jours à Reims, et on se connaît extrêmement bien, a changé réellement son discours. Pas sûr que le fond de la problématique ait réellement changé. Mais pendant 10 ans, Frédéric Valtou n'a eu de cesse que de rendre responsable la médecine libérale des maux de l'hôpital. On sait tous que l'hôpital va mal et va très mal, et que les milliards d'euros mis sur le tapis vert et sur le tapis lors du Ségur de la santé n'a pas suffi ou n'a pas donné l'occasion pour refonder l'hôpital public, et Dieu sait qu'on y est tous attachés, et puis pour refonder l'hospitalisation en général. Les établissements de santé privés ne sont pas dans un meilleur état, et vous le savez tous, mais il n'a eu de cesse que de dire si l'hôpital public va mal, c'est parce que la médecine libérale ne répondrait pas suffisamment présent. Je n'ai de cesse de rappeler à
Frédéric Valtou, on se connaît, on s'est croisés maintes et maintes fois, on a échangé maintes et maintes fois, on a déjeuné ensemble. Il m'a appelé vendredi après-midi que la médecine de ville assure 80% des consultations, vous le savez tous, que la médecine de ville assure 80% de l'imagerie médicale, et Laurent Verzeau le sait très bien, que la médecine de ville assure 75 à 80% de l'endoscopie, 60% de la chirurgie. Loin de moi l'idée de dire la médecine de ville assure la majeure partie de la réponse aux besoins de soins de la population et l'hôpital fout rien. C'est absolument pas mon discours. Je pense que on a une nécessaire complémentarité et que je pense que la médecine peut et doit être le sauveur de l'hôpital public et que l'hôpital public doit se concentrer sur ses missions d'expertise et ne peut pas embrasser du premier recours et ce qu'il embrasse aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que Frédéric Valtou s'est aussi distingué par une proposition de loi qui a fait grand bruit. Et souvenez-nous, parce que Neil, vous y avez travaillé, Olivier, tu t'en souviens, parce que vous m'aviez, entre autres, mis dans la confidence et adressé vos travaux. La CSMF n'a pas été, et s'est distinguée, là aussi, dans le microcosme des syndicats médicaux, par sa volonté de construire, alors que nombreux étaient ceux qui voulaient purement et simplement la disparition complète, la suppression complète de cette proposition de loi dite PPL Valtou, qui est devenue loi maintenant. Nous avions, nous, un chemin différent. Nous, on avait des points qui nous semblaient, ridicules, des points qu'il convenait de retravailler. J'en cite quelques-uns, le point de l'inscription automatique dans une CPTS ou le point qui consiste à donner un préavis de vie de 6 mois avant la fin de son exercice. Ça relevait du ridicule. Les CPTS, parce que d'abord, ce n'est pas un effecteur de soins, c'est un organisateur et non pas un effecteur de soins. Deux, on y rentre aussi vite qu'on en sort. Et donc, vouloir mettre par défaut l'ensemble des professionnels de santé libéraux, pas que les médecins, dans les CPTS, même la fédération des CPTS et même son président David Guillet y était opposé, quand le ministère nous dit que 80% du territoire national est maillé par les CPTS. Eh bien, réfléchissons à deux sujets. Comment fait-on pour gagner les 20% qui nous manquent, d'une part, et deuxièmement, comment y fait-on pour y impliquer plus les médecins, parce que même si 80% du territoire a une CPTS, il n'y a que 3000 médecins libéraux qui y sont impliqués aujourd'hui. Eh bien, cherchons, plutôt que de les obliger, à savoir pourquoi ils ne s'y impliquent pas plus. J'accuse personne, mais je pense qu'il convient de se poser les bonnes questions. Le préavis de 6 mois me faisait gentiment sourire. Parce qu'avant de faire valoir ses droits à la retraite, eh ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas si facile que ça. Et puis, on fait comment si un médecin n'a pas déclaré son préavis de 6 mois, on lui envoie les forces de l'ordre, on le met dans un bureau, on l'attache, on lui met des patients face à lui et il devra consulter. Ben, ça frisait le ridicule et nous n'avons pas réagi là-dessus. On avait réagi, en revanche, de façon assez vive sur la permanence des soins. D'une part, parce que dans la proposition initiale du projet de loi porté par Frédéric Valtou, il repassait une permanence des soins et une obligation individuelle qu'a rappelé, vous l'avez entendu comme moi, le Premier ministre Gabriel Attal dans son discours de politique générale, non pas en disant « je vais la rétablir », mais en disant « je ne m'interdis pas de la rétablir si ça coince ». Et là-dessus, moi j'ai là aussi réagi en disant avec tout le respect que j'ai pour l'homme et la fonction du Premier ministre, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que s'il y a bien un truc qui marche, c'est la permanence des soins. Tout au moins, la PDS, c'est-à-dire la permanence des soins assurée par les généralistes. Le Conseil de l'Ordre est là pour nous le rappeler. Certes, seuls 38% des médecins de famille, des médecins généralistes, participent à la permanence des soins. Mais 95% du territoire est couvert. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller regarder ce qui se passe dans les 5% des territoires non couverts. Mais certainement. Mais aujourd'hui, tels sont les chiffres. Et le plus souvent, d'ailleurs, c'est géré territoire par territoire. C'est le cas chez moi à Reims, mais dans beaucoup de territoires, par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
eh ben, laissons les médecins s'organiser et les conseils départementaux mettre finalement plus de rudesse, d'encadrement, si d'aventure, sur un territoire donné, la permanence des soins en ambulatoire n'était pas assurée. Et puis, on s'est largement battu, et vous le savez, sur le projet qu'avait Frédéric Valletoux, qui concernait la permanence des soins en établissement de santé, la fameuse PDSES. D'une part, la méconnaissance profonde de ce dossier de la part de Frédéric Valletoux. Je n'ai pas une accusation, j'ai eu un échange avec lui qui était d'un autre temps. Quand je lui dis, mais on se tutoie, Frédéric Valletoux, et je lui dis, mais tu sais, année après année, et encore relativement récemment, et dans beaucoup de territoires, les ARS, qui non seulement avaient très peu ouvert les lignes d'astreinte de permanence des soins dans l'établissement de santé, n'ont eu de cesse que de les faire disparaître. Un exemple qui m'est tout proche, dans le groupe Colancy Santé à Reims, qui est un vaisseau amiral de l'hospitalisation privée en France, il y a 3 ans, je crois, l'ARS a supprimé purement et simplement la ligne de permanence des soins des radiologues, des ORL. Pour information, chez moi, les ORL, ils font de la chirurgie carcinologique lourde, mais aussi de la chirurgie endonasale qui est une chirurgie à haut risque. Ils ont supprimé également la ligne de permanence des soins en nuit profonde des pneumologues et des gastro-entérologues dans une clinique où il y a une activité énorme. C'est un des plus gros établissements privés en France. Les radiologues ont réussi à recouvrer leur ligne de permanence des soins. Les ORL, non. Et nous, en nuit profonde, non. Alors, je veux bien qu'on soit dans le monde du en même temps, mais là, on n'est plus dans le monde du en même temps. On est dans le monde des injonctions contradictoires. Parce que ce que voulait Frédéric Valletoux, et heureusement qu'on a réussi et on a été entendu par Corinne Imbert, qui était la rapporteure générale de cette proposition de loi au Sénat. Heureusement que nous avons été entendus parce que nous allions tout droit vers une contrainte ou une obligation à devoir assurer ses astreintes et ses gardes. Ça, ce n'est pas le problème. Nous, ça, nous le défendons, mais dans un établissement qui peut être étranger à celui où on travaille d'habitude. Or, à nos yeux, c'est dangereux, dans un sens comme dans l'autre. Je pense qu'aucun d'entre vous, on a envie d'être opéré, encore moins de nuit ou de week-end, parce que c'est une urgence et c'est plus dangereux, et encore moins par un chirurgien qui se trouve dans un environnement qui lui est complètement étranger. Et moi, ce que j'ai dit dans mon communiqué de presse après la nomination de Frédéric Valletoux, c'est votre tâche va être immense pour séduire finalement, pour reconquérir le cœur, pour retrouver la confiance avec la médecine libérale. Et je pense que sa tâche va être grande. Alors, je sais, il m'a appelé vendredi après-midi, Frédéric, j'étais au bloc, j'étais au milieu d'une coloscopie, il m'a appelé en me disant, mais mon cher Franck, j'ai bien vu ton communiqué, sache que je ne suis plus le président de la FHF, je ne suis plus le député qui portait des lois qui pouvaient vous irriter, je suis le ministre de tous les médecins, et ben dont acte, monsieur le ministre délégué. Mais maintenant, il va falloir nous donner des preuves d'amour, entre guillemets, à la fois dans vos prises de parole, mais également dans vos prises de décision. J'accuse pas, mais c'est pas facile. Quand vous l'avez vu comme moi, vous l'avez entendu, moi je l'ai lu dans Egora hier, invité sur France 2, l'émission Télématin hier, les mots qui lui sont prêtés dans cet article, je peux dire que ça, je ne l'ai pas entendu en direct, font qu'il dirait la consultation à 30 €, peut-être qu'il faut, je cite, qu'il faut que les médecins, que les généralistes s'engagent à prendre plus de patients. Évidemment qu'on a un problème majeur d'accès aux soins, mais cette convention doit être celle, et c'est ainsi que la lettre de cadrage a été écrite par Aurélien Rousseau et co-signée d'ailleurs par lui-même et Agnès Firmin-Lebaudot. Ça doit être la convention du choc d'attractivité. Je vois mal comment
on va contraindre des médecins libéraux qui ont déjà, pour la plupart d'entre eux, des patientèles tout à fait énormes, à leur dire qu'il va falloir en faire encore plus. Je ne vois pas non plus, parce qu'on le sait tous, mais c'est vrai dans toute profession et je n'accuse pas, mais il y a aussi un effet générationnel sur le stakhanovisme au travail, ou un meilleur équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Je ne vois pas comment on va contraindre les plus jeunes de nos confrères à travailler 5 jours sur 7 s'ils ont décidé d'en travailler 4 et parfois 3. C'est ainsi. En revanche, avoir des mesures qui sont favorables à l'attractivité pour que il y ait plus d'installations que de départs. Thomas Fatome nous disait on n'a jamais eu autant d'installations sur les 5 dernières années en médecine libérale. Oui, d'accord, mais la diapositive d'après, mon cher Thomas, c'est qu'on n'a jamais eu autant de départs. Ce que Agnès Buzyn a coutume d'appeler l'effet falaise avec ces générations qui partent massivement. Alors voilà, donc moi, il n'est pas question pour nous de ne pas travailler avec notre ministre délégué. Pour information, sa ministre de tutelle, Catherine Vautrin, qu'on a rencontrée jeudi matin dernier, a été très claire sur ce plan, nous disant la ministre de la Santé, c'est moi. Et j'entends bien m'occuper de santé et régler tous les problèmes de la santé. Il y aura un ou une ministre de la Santé, mais la ministre de la Santé, c'est moi. Et moi, mon ministre de la Santé, c'est avant tout Catherine Vautrin. Après, vous avez vu comme moi que Frédéric Valletoux a constitué son cabinet et entre autres nommé quelqu'un qu'on connaît bien, n'est-ce pas Olivier, qui est notre ami Cédric Arcos. Cédric. Et oui, passer de Matignon au ministère de la Santé, Cédric qui m'a appelé hier matin. Et vous avez vu également comme moi dans AEF, dans la revue de presse que j'ai reçue ce matin, que ce travail, cet article d'AEF rappelle qu'en avril 2022, alors accompagné de Nicolas Bouzou, et ils ont, je trouve, une similitude de vue sur l'économie en général et l'économie de la santé en particulier. Il signait une tribune qui prenait les solutions libérales pour sauver le système de santé. Et moi, je pense que je ne suis pas un fan, c'est moins qu'on puisse dire, de la capitation voulue et qui est devenue, avec tout l'immense respect que j'ai pour le président de la République, mais au dire de sa ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, une presque obsession. Catherine Vautrin nous disait, je clore peut-être ce chapitre-là, Catherine Vautrin nous disait jeudi dernier matin dans son bureau, avoir été reçue par le président de la République la veille, en disant les 2 messages forts qu'il lui a portés, c'est, et elle l'a dit dans la presse, d'abord vous êtes à enveloppe constante et donc grosso modo vous n'avez pas de fric et nous devons avoir collectivement une grande inquiétude parce que le mois de mai, c'est le mois de la prochaine notation par les agences et ils craignent tous une dégradation de la note de la France. Cédric Arcos, dont je parlais il y a quelques secondes, me disait si on descend d'une marche, c'est 50 milliards d'euros et ça pèsera sur le porte-monnaie et le pouvoir d'achat de tous les Français. Et Catherine Vautrin me dire la deuxième chose, c'est que le président, il n'a que le mot capitation à la bouche. Et je trouve que c'est un sujet. Si le président a que le mot capitation à la bouche. Voilà. Voilà un petit peu moi alors vous avez vu que on n'est pas les seuls à avoir réagi, parce que quand on prend finalement les réactions à la nomination de Frédéric Valletoux, il y a une certaine logique. La CNURPS est inquiète. Les autres professionnels de santé, je pense à la FNI, à la FFNKR, aux pharmaciens de la FSPF et de l'USPO, saluent plutôt. Ben oui, je les comprends, parce que il y a une similitude de vue entre Frédéric Valletoux et Stéphanie Rist sur
un certain transfert de compétences, alors que les médecins, en tout cas moi, je suis intimement convaincu qu'on ne s'en sortira pas si médecins libéraux et médecins hospitaliers et si médecins et autres professionnels de santé s'y mettent ensemble, mais dans plus le terme délégation de tâches, il est vécu de façon négative souvent par les autres professionnels de santé. Le terme transfert de compétences, il est aussi vécu de façon négative par les médecins. Je pense que le bon terme, c'est le partage de compétences. Il y a des voies qui s'ouvrent quand vous avez un observateur attentif, vu que dans les négociations conventionnelles, ça me permet peut-être d'y passer, mais avec courage là-dessus, vraiment avec courage, le directeur général de l'assurance maladie a ouvert le champ. C'est une ligne sur 50 diapos, de l'extension et l'élargissement du périmètre d'action des fameux assistants médicaux lorsque leur diplôme d'origine est infirmier diplômé d'État. Finalement, c'est ni plus ni moins, à mes yeux, que du copier-coller de ce qui se passe à l'hôpital public et que je regarde depuis toujours avec envie. L'hôpital public fait faire à ses infirmières des missions qui sont au-delà du champ de compétences de l'infirmière au service des patients, sous contrôle médical. Et c'est heureux, c'est intelligent. En ville, si on le fait, on est potentiellement à risque d'avoir mis en place un exercice illégal de la médecine et toutes les conséquences qui peuvent en découler. Soyons agiles sur ce plan. Et en disant ça, c'est pas faire du mal aux fameuses infirmières en pratique avancée. Simplement, aujourd'hui, il y en a peu, il y en a pas, et puis leurs missions doivent être différentes. Et j'ai trouvé que là-dessus, Thomas Fatome, il n'a pas manqué de courage. Voilà, un peu mon ressenti sur la nomination de Frédéric Valletoux. En interne à la CSMF, j'avais mon bureau hier. Les plus capés des membres de mon bureau disaient finalement, c'est pas si mal. On a tous en tête l'adage protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. On est un peu dans cette situation-là. À la limite, ça l'oblige, cette fonction auquel il aspirait depuis longtemps. Il s'en était jamais caché. Ce n'est pas le seul, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait une appétence réelle pour devenir ministre de la Santé. Dernier point, parce que tu en parlais tout à l'heure, Olivier, fallait-il nommer un ministre délégué? Puisque je vous mets dans la confidence et que je vous dis tout, moi j'avais demandé à Catherine Vautrin, bien sûr qu'il y ait un ministre délégué, mais qu'il ne s'appelle pas ministre de la Santé. Et que la ministre de la Santé reste Catherine Vautrin, et que ce ministre délégué soit en charge d'autres choses, la prévention, l'organisation territoriale, l'interprofessionnalité, mais pas spécifiquement la santé. Le président de la République en a décidé autrement, mais voilà, c'était ma préférence allait à ça. Merci beaucoup, Franck, pour ce long propos liminaire qui est tout à fait intéressant. On va passer maintenant à la séquence des questions-réponses. Alors, vous savez comment ça fonctionne chez NIL. Vous levez, voilà, vous faites comme Anne, vous levez votre petite main. Et une fois que vous avez levé la petite main, je prends les questions dans l'ordre d'intervention. Pour ceux qui posent une question, vous remettez votre caméra et vous dites en quelle qualité vous parlez. Parce que on ne sait pas toujours si on a en face de soi un responsable des usagers, quelqu'un qui vient de l'industrie ou autre. Et donc, je trouve que cet exercice de transparence est absolument nécessaire. Il faudra quand même qu'on trouve des lignes de rapprochement. On va pas se retrouver pendant 2 ans ou 3 ans jusqu'à la fin du quinquennat avec des positions de guerre de tranchées. On n'est pas de chaque côté de la ligne Maginot. Ah non, mais ça me permet d'envoyer d'un mot, je vais faire plus court, or que je pourrais y passer la matinée, sur la convention médicale. Quelles sont les propositions qui sont sur la table aujourd'hui de façon extrêmement résumée? Même si, mais ça ne vous étonnera pas, je me fais insulter, par mail, sur les réseaux sociaux, mais encore rien, mais insulter par des confrères, insulter. Il n'y a pas d'autre terme. Parce que j'ai osé dire
Et je l'assume haut et fort. J'ai osé dire, alors il y a quelques semaines, que la CSMF était complètement opposée à la consultation à 50 € et nous le confirmons parce que c'est un, inatteignable économiquement et deux, qui peut penser que ça va améliorer l'accès aux soins? Bien au contraire. Regardons ce qui s'est passé au Canada pour s'en convaincre. Ils ont augmenté brutalement la valeur de la consultation des médecins et ça s'est traduit par une augmentation des files d'attente. Notre problème aujourd'hui, c'est comment on soigne la population française d'aujourd'hui et demain. J'ai salué le fait que la consultation des généralistes, passe à 30 €, tout en disant, certes, c'est une augmentation de 20% par rapport aux 25 €, mais si on met l'inflation en parallèle, ça ne compense pas le niveau de l'inflation. En disant, oui, mais quand? Parce que si, et Catherine Vautrin me l'a confirmé, si l'application n'intervient qu'au mois de décembre ou au mois de janvier, qu'en est-il de cette attractivité qui sert aux Français avant tout? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Le choc d'attractivité, c'est donner les moyens à la médecine française de répondre à la problématique d'accès aux soins des Français. Donc, il y a un vrai problème de calendrier. Il y a un vrai problème sur des points techniques, mais de consultation plus complexes. Quand on sait que la visite longue d'un patient en affection de longue durée âgé, c'est 4 fois par an et c'est valorisé 60 €, mais si le même médecin généraliste il reçoit ces mêmes patients âgés dans son cabinet, et ça lui permet d'en voir plus, il n'y a pas le temps du déplacement, c'est valorisé aujourd'hui 26,50 €. On se dit, il y a ces enjeux-là. Je salue la simplification qui consiste à ne garder qu'un seul forfait patient médecin traitant, parce que ce forfait-là, il valorise celles et ceux qui voient plus de patients différents. Et quand je dis simplifier, c'est qu'on y inscrit une note santé publique et une note forfait numérique, même si il y a des zones d'ombre, parce que la note santé publique, je donne un exemple, on a tous été, et moi j'applaudis des deux mains la décision du gouvernement d'inscrire dans la loi le fait qu'on vaccine nos gamins en 5e par garde d'asile. Comme vous le savez, je suis gastro-entérologue. Ça n'est pas responsable, HPV, que du cancer du col, essentiellement, mais aussi l'œsophage, et aussi, je suis proctologue, l'anus. Et quand je vois l'avancée considérable, et pas seulement en Australie, juste de nos voisins ex-européens anglais, je regarde ça avec envie. Mais quand on dit à Marguerite Cazeneuve, ça, est-ce que ce serait un critère de qualité santé publique? Est-ce qu'on pourra, vous avez les résultats, et qu'elle nous dit, ah non, 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 on n'a absolument pas les données, il y a des zones d'ombre. La deuxième chose, c'est que je crois beaucoup plus à l'incitation qu'à la coercition, et nous demandons fort que dans ce forfait, il puisse avoir une majoration pour un engagement territorial. Le médecin qui assure la permanence des soins, la PDSA, le soin non programmé, qui fait des consultations avancées, bref, qui s'organise au service de la population de son territoire, on trouvait ça normal que ce forfait patient médecin traitant subisse un coefficient majorateur raisonnable. Hein. Ça passe à 1,2. Le deuxième point, c'est qu'il y a une complexité qui est mise en œuvre et on donne une petite valorisation pour qui les pédiatres, qui les psychiatres, mais pas pour les autres, et que la médecine spécialisée se sent malmenée, c'est le moins qu'on puisse dire, malmenée dans cette opération. Et là, finalement, sur un plan politique, il est beaucoup trop tôt parce que la négociation n'est pas finie. La ministre elle-même l'a rappelé, la négociation n'est pas finie. Et j'ai presque envie de dire, pour reprendre les propos de la ministre, elle ne commence que maintenant, ce qui est vrai. Parce que c'est toujours dans la dernière ligne droite qu'on va au fond des choses, on le sait bien. Mais à la fin des fins, et moi c'est le message que je porte auprès de mes troupes, parce qu'évidemment, auprès de mes troupes, on est dans un monde du trumpisme, du populisme ambiant, et ça touche la médecine, et vous le savez tous. Je vais me déconventionner, je vais demander mes tarifs. Pour information, il y a 50 médecins déconventionnés en France aujourd'hui. Hein. C'est ça le nombre. Hein. En tout cas, c'est ça le nombre affirmé, annoncé, affiché, preuve à l'appui par l'assurance maladie. 50. Et on aura à faire le choix à la fin des fins, parce qu'aujourd'hui, il faut continuer,
On signe ou on ne signe pas, avec deux risques. Celui pour les syndicats qui signeraient d'être une cible de la part des plus populistes dans des élections professionnelles qui vont intervenir en 2026. OK. Moi, je pense que le risque de ne pas signer, il est tout aussi grand et pire, parce que si nous ne signons pas, le règlement arbitral, c'est la loi, s'applique jusqu'à sa 5e année, donc le 26,50 €, c'est jusqu'à la 26. Et puis, le président de la République nous a habitués, et il suffit d'écouter son discours de politique générale, il nous a habitués dans d'autres champs que celui de la santé, à passer par du réglementaire. Et Frédéric Valletoux, il sait bien faire. Si je devais le taquiner, il sait parfaitement bien faire. Et si on veut demain que des contraintes arrivent, alors j'entends d'aucuns, mais les médecins changeront de métier, partiront à l'étranger. Ouais, il faut qu'ils mangent aussi. Hein. Moi, je sais faire de la médecine et je ne sais pas faire beaucoup d'autres choses dans la vie. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions, Franck. Alors, je passe la parole tout de suite à Anne Dedane. Anne. Bon, voilà, bonjour. Anne Dedane, moi je parle en ma qualité, qui n'en est pas une, d'expert plus ou moins autoproclamé. Non, juste deux toutes petites questions. Comment est-ce qu'on peut négocier avec deux épées de Damoclès, pas d'argent et si vous n'êtes pas gentil, vous aurez des gardes obligatoires, d'une part. D'autre part, est-ce que le secteur de la santé, dans lequel les mécontentements sont assez nombreux, ne risque-t-il pas de coaliser, comme l'ont fait les paysans, comme sont en train de le faire les artisans du BTP, etc., en commençant par les uns ou les autres, qui peuvent être les taxis, les aides-soignants, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi? Si, évidemment. On est dans une situation, c'est d'ailleurs étonnant, on nous dit, et Catherine Vautrin, elle a été très claire avec nous sur ce plan. La négociation conventionnelle, c'est ouverte avec comme mot principal l'attractivité. C'est la lettre de cadrage d'Aurélien Rousseau. Le deuxième mot des 4 objectifs mis sur la table du cadre de la lettre de cadrage écrite par Aurélien Rousseau, le deuxième mot, et nous le soutenons, c'est pertinence et qualité. Et quand on rencontre Catherine Vautrin, assez libérale pour ceux qui la connaissent, hein, assez libérale dans l'âme, quand on rencontre Catherine Vautrin, comme on l'a fait la semaine dernière, moi je l'avais eu au téléphone depuis, mais on se connaît bien depuis longtemps, elle me dit, mais vous savez Franck, j'ai beau être 3e dans l'ordre protocolaire du gouvernement, je n'ai pas les moyens. Et je n'arriverai pas à tordre le bras de Bercy. C'est la deuxième chose qui m'inquiète, hein, je vous rejoins Anne complètement, la deuxième chose qui m'inquiète, c'est l'orientation vers une meilleure pertinence des soins, et c'est nécessaire, va être source d'une économie qu'on pourra réinjecter. Et vous comprendrez, me dit-elle, qu'il faut d'abord que cette économie arrive, finalement, avant qu'on puisse vous servir. Or, l'attente aujourd'hui, elle est considérable. L'attente, elle est considérable. Alors, quelle solution? J'avais, il y a quelques semaines, un échange très long avec un monsieur que vous connaissez tous et que nous connaissons tous, qui est Christian Babusio, dont je salue d'ailleurs la très récente réélection à la tête du cercle qu'il préside et de la réforme et qu'il préside, et qui est un grand bonhomme. En tout cas, c'est un immense bonhomme. Et il m'interrogeait sur le même sujet, celui dont on discute. C'était début décembre. Et on a échangé encore récemment parce qu'il me fait l'honneur de venir à un séminaire que j'organise à la SSMF début avril. Et j'en suis très, très fier. Mais début décembre, il m'appelait en me disant, dites-moi Franck, ça en est où les négociations et comment vous voyez les choses? Et je lui disais, comme vous, Anne, on va avoir un problème budgétaire, un choc d'attractivité, une refonte d'un système qui va mal. Certes, il y aura un temps de l'économie, de la pertinence qui va être source d'économie, de l'efficience, mais le premier temps, c'est d'y investir. Or, je me souviens des propos que nous avons eus, je lui dis, dans un État où il y a 3 000 milliards de dettes, où il y a une peur panique d'une dégradation de la note de la France, qui coûterait extrêmement cher à tous, ça veut dire à tous les Français. Comment faire? Et je lui disais, comment faire? Je lui disais, à mes yeux, il y a 3 solutions. Un arbitrage politique. 2, réécrire finalement notre pacte social pour protéger plus
les plus fragiles, mais permettre que les moins fragiles, que nous sommes peut-être tous autour de cette visio, par exemple, la boîte de paracétamol qu'on va acheter, elle soit remboursée par personne d'autre que par notre porte-monnaie. Après tout, ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une baguette de pain ou deux. Et puis, vous savez que la CSMF, alors qu'on n'est absolument pas favorable et on ne porte pas le secteur 2 pour tous, je suis secteur 2 dans mon activité. Je suis secteur 2 signataire de l'Optam. Et le jeune Franck que j'étais fin 97 quand je me suis installé, j'hésitais parce que ce rapport à l'argent, on n'est pas éduqué comme ça, les toubibs. Vraiment, on peut le devenir, hein, mais on n'est pas éduqué comme ça. Et je me souviens que celui qui m'en a plus que convaincu, qui m'a exigé que cette installation soit en secteur 2, c'était un de mes associés que vous connaissez tous et dont je salue la mémoire, qui est Claude Maffioli. Parce que j'étais associé et qui m'avait dit, mais et on ne parlait pas de l'Optam, du contrat d'accès aux soins et machin. Il m'a dit, tu me remercieras un jour. Je remercie tous les jours. Je veux être clair, je remercie tous les jours. Et donc, la CSMF, nous portons, et vous l'avez vu, ce qu'on appelle l'Optam pour tous. Le mot est peut-être pas le bon. En clair, on porte un espace de liberté tarifaire dont les conditions doivent être encadrées, dont les conditions doivent répondre à des critères à la fois de formation, mais des conditions qui doivent répondre à des critères d'engagement territorial. Nous avons sur ce plan d'ailleurs contacté, et j'ai eu moi maintes et maintes échanges avec les patrons des complémentaires santé, de Diane de Perroy à Christian Schmitt de Lebrilly, au patron de Malakoff, à d'autres, qui sont plutôt en phase avec ça, mais avec un discours qui ne m'appartient pas c'est aux politiques, mais qui nous disent, pas de souci, on est très preneur de ça, mais on augmentera nos tarifs de complémentaires. Et pour revenir à Christian Babuzio, il me disait, sur ce dernier point, vous avez très certainement raison. Simplement aujourd'hui, et vous devez le savoir et vous l'avez vu, et quand on a eu cet échange début décembre, c'est lui qui m'a apporté certaines infos que vous connaissez tous, mais maintenant, je suis allé évidemment regarder ça de près. 14,5% de la population française, ça me semble effroyable, mais vit sous le seuil de pauvreté. Une personne sur 6 qu'on croise dans la rue, quoi. C'est absolument effroyable. Donc voilà, moi je pense que je crois fort à cet Optam pour tous encadré. Alors pour l'instant, les politiques, pour l'instant, Thomas Fatome n'a pas une appétence particulière pour ça. Et pourtant lors de la dernière multilatérale, il ouvrait la multilatérale en disant, en financement général de la politique de santé, il y a bien un moment où le tout assurance maladie, dont la charge augmente parce que le poids des maladies chroniques et des patients en ALD augmente, il faudra qu'on rebase un peu les choses et que les différents autres financeurs soient mis autour de la table. Et ben finalement, c'est l'esprit de l'Optam pour tous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est parce que sinon, on est dans un corner. On va demander aux médecins d'en faire plus avec moins. Et donc, on sent bien que ça peut ouvrir le champ des contraintes. Alors, on a une question d'Alain Olympie ensuite. Alain. Remettre la caméra et le micro. Alors, Voilà. je vais être un peu Franck, on se connaît. Bien. Je me présente pas. Je vais mettre un peu de poil à gratter, si j'ose dire, en tant que représentant des usagers. Est-ce que justement tu as parlé que le ministre délégué devait reconquérir le cœur de la médecine libérale? Est-ce que la médecine libérale, notamment les médecins généralistes, doivent-ils pas aujourd'hui reconquérir le cœur des Français? Je précise, avec les histoires, les résistances autour de la vaccination, c'est vrai que la période Covid a quand même un petit peu mis au devant de la scène certains médecins pas toujours perçus comme très sympathiques face à la vaccination. Je pense aux propos contre les infirmières en pratique avancée tout au long de 2023. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'opposition ou de résistance de la part des médecins. Alors, j'entends sur le partage des compétences, mais depuis 2005, j'entends des médecins freiner des cas de fer tout partage de compétences qu'il est malgré les grandes déclarations de burn-out et compagnie.
Aujourd'hui, les médecins généralistes sont inaccessibles, notamment le week-end, évidemment le soir quand on en a besoin, ce qui fait que les files d'actives et plus de médecins traitants, les files d'actives bloquées, ce qui entraîne bien souvent la surcharge des urgences. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, voilà, aujourd'hui, cette médecine, ce système médecin centré, est-ce que c'est pas reconstruire aussi sur une médecine plus effectivement généraliste avec des professionnels de santé qui travaillent ensemble, comme tu le disais. Hein, moi, voilà, on voit quand même la résistance. J'ai travaillé avec certains CPTS d'aller vers aussi des médecins généralistes dans les CPTS, notamment dans les maisons de santé, dans les centres de coordination, etc. Bon, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de remotivation ou une autre médecine libérale aujourd'hui? En fait, je pense que on est à un tournant et peut-être un choix de société de l'évolution de notre système de santé. C'est peut-être un peu fort, mais je le pense vraiment. Il y a quelques semaines, j'ai pris un petit déjeuner à Paris avec un économiste de santé nord-américain que vous connaissez, qui est Victor Rodwin, et qui me disait mais c'est quoi votre analyse du système de santé et de l'exercice médical aux États-Unis? Et moi, j'y vais avec mes gros sabots en disant mais le médecin nord-américain, c'est un libéral émolument confortable et les complémentaires santé remboursent essentiellement les plus aisés de la situation, les populations américaines. Et il me disait, mais vous savez que le monde a changé, et chez nous aussi. Il me dit, chez nous, 60, je n'ai pas été vérifié, mais Katia Julienne, avec qui j'ai échangé sur ce sujet il y a quelques semaines, me le confirmait. Chez nous, me disait-il, 74% de vos confrères nord-américains sont aujourd'hui salariés des HMO. Et à la question, comment ont-ils fait? Ben, je dis, c'est facile. Ils gagnaient 10, on leur a proposé 15. 74%. Il y a eu et les cabinets de médecine générale ont grosso modo disparu. Il y a plus de centres de soins non programmés à New York qu'il y a de McDonald's. J'étais estomaqué. Et à la réponse à la question que je posais, ou deux questions que je posais, qu'en est-il de la qualité et qu'en est-il de la réponse aux besoins de soins? Il m'a dit, la qualité aux États-Unis, vous savez qu'en santé, c'est pas terrible, donc on préfère pas trop analyser ce truc-là, on n'est pas bon. Et à la réponse aux besoins, m'a-t-il dit, ça s'est plutôt amélioré. Katia Julienne, avec qui j'en ai parlé, m'a dit, je suis d'accord avec vous sur tout, sauf sur la dernière assertion, c'est faux, ça s'est dégradé de 18% depuis qu'on a mis en place ce système-là. Et je pense qu'on est à ce choix de société-là, parce que quand on regarde, il y a 87 000 médecins généralistes en âge de travailler aujourd'hui. Je ne parle pas des cumuls emploi-retraite de 70 ans, en âge de travailler aujourd'hui. Il y en a 47 000 qui sont installés comme médecins de famille. Où sont les autres? Où sont les autres? Et je ne suis pas de ceux, comme le prétend Jérôme Marty, qui disent les autres, ils sont tous barrés en Suisse, où ils ont changé de métier et ils sont artisans de boulanger. C'est faux, c'est pas vrai. Alors, les autres, parce que c'est dans un contexte très difficile, dont on sait que pour remplacer un médecin, il en faut deux. Un médecin qui part en retraite, il en faut deux aujourd'hui. C'est vrai en ville, et je reviens sur l'échange que j'avais avec Katia Julienne à l'Élysée il n'y a pas longtemps. Elle me disait, mais vous savez, Franck, à l'hôpital aussi. Je dis, comment à l'hôpital aussi? Mais oui, pour remplacer un soignant à l'hôpital public, Dixit, Madame Julienne, ex-DGOS et conseillère du président de la République, il en faut deux. Et je pense que pour remplacer un serveur, il en faut peut-être deux. Le monde a changé. C'est ainsi. Allons pas critiquer ça. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Il faut faire preuve d'intelligence, construire avec et construire un nouveau monde avec ces données nouvelles. Sinon, on n'y arrivera jamais. On va opposer génération contre génération. On va dans le mur. C'est absurde. À mes yeux, c'est absurde. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est absurde. Où sont-ils? Du côté des syndicats de médecins libéraux, je ne dis pas que je donne crédit à ça. On pense tous, et à mon avis à tort, qu'ils sont partis massivement vers des centres de soins non programmés, c'est un peu vrai, mais qu'ils sont partis massivement vers des plateformes de téléconsultation. Parce que la vie y est plus facile. Dit-on plus facile?
vous avez vu comme moi dans la presse que dans un centre de santé où les médecins sont là, salariés, libéral, travaillant en ville, mais salariés, je crois que c'est dans ma région d'ailleurs, ils viennent de mettre à pied 2 de mes confrères parce que l'employeur juge que leur productivité n'est pas à hauteur de ce qu'il attend. Et que finalement, on le sait tous, l'exemple des médecins salariés en Saône-et-Loire, il suffit de relire les rapports du HCAM pour se rendre compte que le département de la Saône-et-Loire remettait 1 million d'euros par an au pot, et avec un président de département disant ce n'est qu'1 million sur 700 millions du budget de mon département, c'est pas grand-chose. Et ça prouve, s'il en était besoin, que le salarié en médecine de ville, l'équilibre financier est difficile, est difficile à trouver. Mais je vais être provoque. Je le disais hier au bureau de la CSMF, où parfois on me regarde avec des yeux un peu sombres quand je fais une assertion comme je vais la faire aujourd'hui. Comment un hôpital public, je fais provoque, puisqu'on va faire poil à gratter, comment un hôpital public, comment une clinique privée peut salarier des médecins généralistes? C'est ça le boulot du médecin généraliste? Non. Non. Au risque d'être provocateur, le métier de médecin généraliste ne se trouve pas, sauf exception, dans un centre hospitalier public. Quand, à côté de chez moi, le service d'urologie d'un centre hospitalier universitaire recrute un médecin généraliste comme praticien hospitalier pour faire le travail médical habituel du service d'urologie, je ne suis pas en train de dire que le chirurgien urologue de 50 ans, on va lui demander de traiter le ionogramme sanguin déséquilibré, le diabète ou l'hypertension artérielle. C'est plus sa compétence, chacun le comprendra. Mais on a une équipe d'anesthésie, on a des plus jeunes, des internes, des chefs de clinique qui, avant de devenir des chirurgiens patentés et très expérimentés en urologie, ils ne sont pas loin du début de leurs études. Et on perd finalement, on perd en main-d'œuvre sur ce plan-là. Il y a un sujet qui est difficile qui est celui des remplaçants, par exemple. La ministre en parlait hier dans une de ses déclarations. Loin de moi l'idée qu'il faille tirer sur les remplaçants. Tous les médecins en ont besoin. Pour autant, aujourd'hui, quand je vois les médecins qui m'entourent, mes copains rémois, qui m'expliquent que leurs remplaçants leur demandent entre 80 et 110% du chiffre d'affaires, de la recette, et qu'ils ont une peur panique et qu'ils plient les chines, ils disent oui, mais je leur dis mais vous êtes fous. Il me dit mais enfin Franck, on n'envisage pas parce qu'on a réellement, on part pas en vacances si on n'a personne pour notre patientèle. Ça peut paraître incroyable, mais on a aussi ça dans nombre de médecins. On prend les remplaçants et on sait que non seulement on va rien gagner dessus, mais pire, ça nous coûte. Ça nous coûte. Je suis intervenu maintes et maintes fois au risque de me faire tirer dessus. Je suis intervenu maintes et maintes fois, entre autres auprès du Conseil de l'ordre, en disant il ne faut pas contraindre. Mais dans un contrat de Conseil de l'ordre, est-ce que franchement, on ne devrait pas, qui est un contrat qu'on peut transgresser, c'est pas une obligation, c'est pas, mais de dire les rapports financiers remplaçants-remplacés, le remplaçant, bien sûr qu'il doit bien et largement gagner sa vie, et heureusement qu'ils sont là, et je salue leur engagement, mais les prétentions financières doivent être ce qu'ils ont généré comme activité, comme chiffre d'affaires, moins les charges fixes du cabinet, c'est-à-dire les locaux et les salariés qui y travaillent et le matériel mis à disposition. Il faut parfois inverser les choses, sinon on aura du mal à aller vers ce choc d'attractivité. Alors après, sur ce que tu as dit, oui, bien sûr, nombre de prises de position de la médecine libérale a été très protectionniste sur les vaccins. Moi, franchement, je ne pense pas qu'il faille faire 12 ans d'études pour faire l'injection du vaccin. En revanche, que le pharmacien puisse adresser au médecin le fait d'avoir vacciné Monsieur Tartampion de l'hépatite, de la grippe, ça devrait être fait et ce n'est pas fait. Je suis désolé, ce n'est pas fait. En attendant que le Ségur 2 le mette automatiquement en place, j'en discutais avec Philippe Besset récemment, j'ai dit, mais faites une lettre type, j'ai vacciné monsieur machin, il n'y a même pas besoin du numéro de lot, on s'en fout. Et envoyez sur la messagerie sécurisée du médecin. On communique comme ça entre nous. Donc,
Sur l'IPA, oui, bien sûr, et la position de la CSMF est très claire là-dessus. Nous manquons d'IPA. Nous demandons à avoir plus d'IPA. Nous demandons un élargissement du champ de compétences d'IPA. On est passionnés tous les deux par les MICI et c'est ce qui nous rejoint, et les maladies inflammatoires du tube digestif. Voir que le champ des MICI ne fait pas partie du champ des compétences des IPA, c'est très dommage. D'un mot de conclusion pour te répondre, moi je pense que si on veut que l'expertise médicale me semble être la clé, une des clés très importantes de la réponse à beaucoup de choses. Payons le médecin pour son expertise. Maintenant, nous, médecins, faisons un travail d'expertise. Parce que si on pense et travaillons en lien avec d'autres professions de santé pour ce qui est moins du domaine de l'expertise. Quand la CSMF se désole de voir que l'assurance maladie ne nous suit pas sur la hiérarchisation des niveaux de consultation. Je vous disais tout à l'heure, on est opposé à la consultation à 50 €. En revanche, pour la CSMF, il y a 3 niveaux de consultation, à 30, à 60 et à 75. Simplement, les niveaux à 60 et 75 sont faisables et réalisables beaucoup moins souvent, afin de pouvoir voir plus de patients différents. Et là, on va rémunérer le médecin pour l'expertise qui est la sienne, en médecine générale, parce que ce sont des experts, et en médecine spécialisée également. Aujourd'hui, on prend un chemin différent et je trouve qu'on loupe une chance. C'est pas d'hier, hein, la hiérarchisation est portée, je parlais de Claude Mafioli tout à l'heure, dont je salue la mémoire, elle a été portée par Claude en 1998, la première fois. On est 26 ans après. Et on n'y est toujours pas. Merci. Alors, question suivante. Gilbert Hangard, qui est le président d'Élus Santé publique et Territoire. Voilà, Gilbert. merci Olivier. Alors, c'est plus un témoignage, monsieur de Vulder, qu'une question. Moi, en tant qu'élu local, je suis élu à la santé à la ville d'Albi. On est très, très mal à l'aise aujourd'hui. Je suis particulièrement attaché à la médecine libérale, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il y a des attaques sans cesse sur cette médecine libérale, avec le développement de centres de santé développés portés par des collectivités territoriales, avec des plateformes de consultation par des groupes privés. Et aujourd'hui, on entend quand même une population qui est insatisfaite et qui vient voir les élus locaux qui sont quand même assez désemparés. Et je regrette qu'on ait enlevé l'organisation territoriale du portefeuille de M. Valtou. J'espère qu'il s'en intéressera. La difficulté que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des résistances au niveau des médecins libéraux à une évolution. Moi, par exemple, j'ai des difficultés avec la CPTS qui est pas mature aujourd'hui, où il y a peu de médecins qui interviennent. Et j'ai quelques difficultés lorsque des Albigeois viennent me voir en me disant « Notre médecin traitant vient de s'arrêter, on ne sait pas quoi faire. » Et donc voilà. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, on attend peut-être une vision plus claire d'une nouvelle médecine libérale. Je ne sais pas comment elle serait organisée, mais en tout cas, quelques difficultés. Voilà. C'est plus un témoignage qu'une question, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Je pense que vous touchez du doigt certainement la problématique la plus difficile. On pourrait se dire et faire un peu de populisme et regarder derrière nous en disant c'est pas de notre faute, ce qui est vrai, ni patients potentiels, usagers finalement, qu'on est tous un jour ou l'autre potentiellement, ni professionnels de santé, médecins en particulier. On n'est pas responsable de la situation d'aujourd'hui où les politiques publiques ont conduit à ne pas assurer le renouvellement des médecins qui partaient et pas appréhender les changements sociétaux et qui ont conduit à avoir une médecine qui change parce que vous le dites vous-même, la population vieillit, le nombre d'ALD augmente. 330 000 nouvelles ALD en 2023, 330 000. Et la CNAM s'attend à une augmentation de 2 à 500 000 € par an
pour les 10 années qui viennent. Donc, ça pose un problème financier, ça pose un problème de disponibilité, parce que chacun comprendra que, évidemment, quand on est âgé avec plusieurs affections de longue durée, la consultation chez son médecin, elle est plus difficile, plus longue, c'est une évidence. Et donc, finalement, il y a moins de place pour d'autres. On n'a pas appréhendé le départ en retraite important des baby-boomers. On n'a pas appréhendé les changements sociétaux. Je ne cherche pas à être polémique. On n'a pas appréhendé la féminisation de la médecine qui fait qu'aujourd'hui, 7 médecins sur 10 sont des jeunes femmes. Et tant mieux, mais ça modifie aussi les choses. Interroger Patrice Queneau, membre de l'Académie de médecine, ancien doyen de la faculté de médecine de Saint-Étienne, et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, et qui me dit « Ah, mais mon cher Franck, en 1970, déjà, je pointais du doigt contre ces conneries, parce qu'en 70, vous devez vous en souvenir, nous formions 7000 médecins par an, et en 90, 3000, et maintenant 10 000. C'est difficile. Donc, je ne cherche pas à regarder derrière, mais vous posez la question la plus difficile, qui est comment on répond à ces difficultés d'accès aux soins, à ce que le Conseil de l'Ordre appelle la diagonale du vide, qui va grosso modo des Ardennes au Périgord, mais avec et Laurent Verzeau le sait bien, une grande corne qui remonte vers toute la Normandie. Et puis on se souvient qu'Agnès Firmin-Lebaudot elle-même disait, quand elle était ministre, 87% du territoire national est, j'aime pas le terme désert, mais c'est le terme qu'elle employait, un désert médical, et dans moins de 2 ans, nous serons à 100%. Et comment on fait pour répondre à ça? Je ne pense pas que la contrainte à l'installation soit la solution. En tout cas, je ne pense pas qu'elle soit la solution aujourd'hui. Quand on regarde ce qu'ont fait les Allemands, où l'installation est organisée, elle a été, et ils sont en train de faire machine arrière sur ce plan, ça a été organisé quand il y avait un rapport entre l'offre et le besoin qui était complètement inversé par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Il y avait des médecins allemands qui crevaient de faim et n'avaient pas de patientèle, et donc ils ont organisé les choses différemment. Aujourd'hui, vouloir limiter ou réguler l'installation alors que l'on manque de médecins partout, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, le président de la République a été très clair là-dessus dans la question qui lui a été posée lors de sa très longue conférence de presse. Aujourd'hui, ça ne marchera pas. Qu'il faille reposer ce sujet-là, si un jour il y a pléthore de médecins, ça c'est un autre sujet, mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne marchera pas. Je ne réponds pas à votre question pour autant. Comment fait-on ? Je ne pense pas que créer des CHU partout, comme vous avez vu, la ville d'Orléans récupère un CHU, ce soit la solution. C'est peut-être ma fibre universitaire qui parle, mais moi je pense que le CHU est un lieu d'excellence, et que l'excellence, ce n'est pas partout, ce n'est pas faire offense à, mais quand je vois que mes copains universitaires, partout, leur problématique eux aussi, c'est qui va me succéder, et l'appétence à succéder à des postes de PUPH qui étaient pourtant tellement courus il y a quelques années, elle n'y est plus. Aller en mettre partout, j'y crois pas. En revanche, je crois profondément à la nécessaire universalisation, c'est-à-dire d'aller territoire par territoire, dire je fais ma médecine générale dans le Berry, j'ai une fille qui y vit, entre des stages à l'hôpital de Bourges et des stages que je vais faire en médecine libérale dans le coin. Ça n'empêche pas de parfaire sa formation à distance et d'élargir le cercle. Mais je pense que c'est certainement une des clés qu'il faudrait avoir. Parce que vous le dites vous-même, il y a un risque qui pèse aujourd'hui extrêmement fort. Et la CSF, vous savez on en parle beaucoup, on en a même fait le thème principal de nos universités l'an dernier, qui est celle des effets pervers de la financiarisation. Et ceux qui pensent aujourd'hui que, en tout cas, on verra bien, hein, et ceux qui pensent aujourd'hui que ça va s'arrêter là, on s'en donne pas les moyens et ça galope. 77% de l'activité faite dans les cliniques privées en France sont faites dans des établissements
qui appartiennent à des fonds de pension, des fonds de financement. En tout cas, les médecins sont plus actionnaires. Et croyez-moi que ça change des choses. Et je sais de quoi je parle dans ma propre activité. Quand on voit que la biologie médicale est quasiment partie en totalité dans les mains de fonds financiers, que l'ANAPAT subit une OPA massive, que les radiologues subissent une OPA massive et ne rêvons pas. Quand mes copains généralistes me disent « mais tu sais, la médecine générale, ça intéressera personne », je dis « mais vous fourvoyez, vous fourvoyez ». Quand vous aurez réorganisé les choses avec des centres par communauté territoriale, au sein des communautés de communes, à ce moment-là, vous deviendrez attractif et on va vous bouffer. Et je ne pense pas que ça va vers une amélioration de l'accès aux soins. Donc, et je ne pense pas qu'on se donne les moyens et que l'État se donne les moyens sur ce plan-là d'écarter les risques de la financiarisation. Je ne pense pas. Donc, je crois beaucoup qu'il y a des mesures sur cette… Et je trouve que c'est un vrai problème de société, parce que l'accès aux soins va mécaniquement, il faut regarder l'évolution de la démographie française et l'évolution de la démographie médicale, va se dégrader dans les 10 ou 15 ans qui viennent de façon massive, si on ne fait rien. Et donc, il y a des mesures à moyen terme, et je suis de ceux qui portent haut et fort qu'il y a entre autres des mesures sur l'organisation de l'entrée dans le 3e cycle des études médicales, et je prône pour une régionalisation, pas en disant que c'était mieux avant, mais vraiment, et que d'ici là, il faut faire quelque chose. Et le quelque chose, il se fera en interpro, il se fera par une universitarisation et non pas de faire devenir des hôpitaux plus petits et de les transformer en CHU, mais une universitarisation réelle, que c'est important. Je ne pense pas que le concept d'un médecin dans chacune des 36 000 communes françaises est viable. Je pense en revanche que par territoire et par communauté de communes, eh ben, il faut regrouper médecins ou professionnels de santé et les inciter et les valoriser parce qu'ils vont aller faire la consultation avancée dans le village qui n'a pas son médecin et aller vers une politique du aller vers dans un sens et dans l'autre. Parce que les problèmes qui sont face à nous sont majeurs et je pense qu'il en va de l'équilibre de notre société. Quand on aura encore moins de médecins et que finalement, quand on est moins aisé et plus en ruralité, eh ben on meurt plus vite. Je suis désolé d'être un petit peu cru. Ça n'est pas acceptable. Et ce n'est pas acceptable. Alors, question suivante. Cybèle, alors ce que je vais vous demander, c'est de faire des questions courtes. Parce qu'on a encore… On a encore derrière, il y a Jean-Jacques qui veut prendre la parole, Laurent, Hervé et Gérard. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse, jusqu'à 10 heures, avoir leurs différentes questions. Cybèle. Bon, sur les questions d'équipe soignante, on en parle sans arrêt, c'est vrai qu'IPA, il n'arrive pas à développer. Tout simplement, l'infirmier libéraux actuel ne peut pas arrêter leur exercice parce qu'ils n'ont pas de ressources. Il n'est pas une modalité réelle de paiement, ce qu'ils donnent les ARS est largement insuffisant. Deuxièmement, pour celles qui exercent en libéral, quand ils disent qu'ils veulent avoir que le GIR 5 et 6 de patients diabète et ne souhaitent pas aller au domicile, évidemment, ça ne peut pas répondre aux besoins. La Commission d'assurance maladie avait développé une stratégie court terme. Un médecin généraliste IDE et assistant médical ou administratif, quel que soit le métier, il n'a pas pris la mayonnaise non plus pour les raisons simples. La majorité de postes des assistants médicaux, on n'arrive pas accès aux chiffres, ils sont attribués aux hôpitaux. Nous avons Bercy, certes, il bloque beaucoup de choses, mais rien que bed bloqueur hospitalier, je vous donne un exemple d'un seul hôpital avec 100 bed bloqueurs tout le temps et pendant 12 mois, représente 10 200 000 euros en se basant les prix basiques, ça veut dire 1 700 euros. Si je me base sur 3 000 euros, je ne sais pas combien. Mais dans l'ONDAM, il n'est pas considéré comme une dépense inopportune.
Si on fait transfert de ces dépenses, rien que bêta-bloqueurs, et pour stratégie de sortie de bêta-bloqueurs, on les envoie aux SSR, et la définition, c'est 4 mois. Vous imaginez les coûts. Sans parler que la médecine générale peut tout à fait, avec une bonne collaboration quotidienne, peut tout à fait réduire les risques, à la fois les bêta-bloqueurs, mais aussi à la fois des hospitalisations inutiles. Les CPTS n'ont pas pris la mayonnaise parce que ce n'est que depuis 2020 on commence à les soutenir. Moi-même, j'ai porté à aider parce que je gère une... Cybèle, question courte. Voilà, donc, en tant que CSMF, qu'en pensez-vous? Parce que l'histoire de capitation aux Pays-Bas, Olivier, ils en ont fait jusqu'au 92, réforme Simpson. Mais ils ont colossalement changé. Ils ont fait semi-capitation. Le coût de semi-capitation, ça veut dire quoi? Il y a les frais fixes payés correctement. Ce n'est pas 40 € dossier ALD. Et l'autre partie, les médecins sont libres, conventionnés avec leur sécu et les mutuelles complémentaires pour faire les actes médicaux et payer actes. Donc, pourquoi les syndicats ne proposent pas une alternative qu'en Pays-Bas, un système semi-capitation et régulation à les spécialistes de second recours comme une prix pathologie médicale. Donc, ils ne sont pas plus intelligents, plus bêtes que nous, et c'est probablement faisable en France pour qu'on parle de... Pourquoi les syndicats ne proposent pas ça? Je comprends Franck, pas. on va passer la parole parce que Cybèle est toujours très enthousiaste sur ces questions. Et après, j'aurai plus de temps pour les autres questions. Très court. Faut qu'on ait tous, et vous ayez tous conscience que tout au long de ces études, le médecin, il n'est pas formé à l'entreprise. Je ne dis pas que les médecins ne sont pas des entrepreneurs, mais il n'est pas formé à l'entreprise. Qui plus est, moi je pense que le médecin est un chef d'entreprise, mais il est à la fois chef d'entreprise et tâcheron. Parce que c'est lui ce qui est particulier pour l'entreprise. Il est chef d'entreprise et tâcheron. Sur les équipes de soins, nous proposons ça. Je vous disais que j'ai rencontré Catherine Vautrin la semaine dernière et je lui disais, mais enfin, inversons les rôles. Aujourd'hui, quand vous voulez monter une équipe de soins, spécialisée, et s'il n'y a pas d'équipe de soins spécialisée et une organisation du second recours, donc la médecine spécialisée, il n'y aura pas de généralistes qui s'installeront. Évidemment. Évidemment, ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas aller assumer tout seuls. Quand vous voyez que dans le département de l'Indre, il n'y a plus de cardiologue, ni en ville, ni à l'hôpital. Vous allez vous installer comme médecin généraliste dans le département de l'Indre. Ça veut dire que vous assumez la responsabilité de beaucoup de choses sans second recours de proximité. Donc, il faut inverser les choses. Et aujourd'hui, pour monter une équipe de soins spécialisée ou pour monter une maison de santé pluridisciplinaire ou pour monter, c'est d'une complexité, mais c'est hallucinant. Inversons les choses. Aux ARS, en lien avec les URPS, d'identifier les zones, et vous le disiez tout à l'heure sur Albi, excusez-moi d'oublier votre nom, l'élu local qui parlait, identifions les choses avec les élus, avec les représentants des usagers sur les territoires, aidons-les, accompagnons-les, parce que ça a un coût. Vous parlez des assistants médicaux, bien sûr que oui, mais quand j'entends certains de mes confrères dire non mais attends, mais l'assistant médical c'est gentil, mais ou si je veux une IPA, mais on le réclame à tout crin, mais ça nécessite d'avoir des locaux adaptés, d'avoir un deuxième bureau, mais on a besoin, je ne cherche pas à dire l'État de nous aider, non, l'État qui veut ça, et ils ont raison, il faut aller vers l'équipe de soins, identifions, aidons, accompagnons. Ça me semble indispensable. Et donc, les syndicats portent ça. Quant à la question, bien sûr qu'il faut regarder ailleurs et au-delà de nos frontières. Et entre autres, on a beaucoup regardé du côté du Danemark, parce qu'on sait tous que la situation en santé au Danemark était catastrophique il y a 10 ou 15 ans. Ils ont
rééquilibrer les choses. Ils reconnaissent à l'évidence, mais vous connaissez ça mieux que moi, beaucoup mieux que moi, de nouvelles difficultés, et ils remettent le métier sur l'ouvrage. Ce qui m'étonne, d'un mot sur ça, sur la capitation, ce qui m'étonne, c'est le choix qui consisterait à aller vers le tout capitation, avec un mot qui fait peur aux usagers, qui fait peur aux médecins, parce que capitation, ça résonne comme la médecine anglaise et tout ce qu'on ne veut pas voir de ces effets de la médecine anglaise, même si, regardons les choses en face, les marqueurs sanitaires ne sont pas si catastrophiques que ça et la population anglaise ne semble pas si furieuse que ça. Mais ce sont des Anglais. Et nous, on est des Latins. Et je pense que ça change beaucoup les choses. Mais moi, je dirais un mot pour conclure là-dessus. Et la CSMF porte ça, au risque de se faire tirer dessus. Regardons tout le travail mené par Jean-Marc Aubert à la tête de la task force et qui dit en substance le paiement à l'acte doit rester absolument majoritaire parce que il donne cette agilité, mais ouvrons la porte, et nous portons ça, ouvrons la porte à ceux qui vont s'engager dans un paiement à l'épisode de soins, dans un paiement à la pathologie. Vous savez que, par exemple, les néphrologues ont initié tout un travail avec le Haut Conseil des nomenclatures pour aller vers un paiement à la pathologie dans la maladie rénale chronique chez ces patients qui sont dialysés. Donc, je pense qu'il faut être capable d'ouvrir nos chakras, mais pas de mettre par terre le paiement à l'acte, parce que le paiement à l'acte, c'est celui qui donne envie aux médecins de consulter à 7 h du matin ou d'y être encore à 21 h. Je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue. Je pense que construisons notre système. Merci. Merci Franck. Jean-Jacques, qui était tellement pressé qu'il a mis sa caméra avant. Non, je l'ai mis pour être sûr qu'elle fonctionne parce qu'elle dysfonctionnait gravement. Bonjour Franck. Non, le médecin français, vous venez de le dire à multiples reprises, il est formé dans une université qui sont contrôlées par l'État, il est conventionné avec l'assurance maladie dans une très large majorité, qui soit généraliste ou spécialiste. Et donc finalement, il y a un système de santé en France que n'ont pas forcément nos pays voisins. Est-ce que vous ne pensez pas que la relation entre la ville et l'hôpital, le système dit public et le système dit privé, libéral, que vous défendez, gagnerait à être optimisé? Et est-ce que vous ne pensez pas que les outils d'aujourd'hui, par exemple celui qui nous permet de vous voir et de vous entendre, trouveraient ici une juste place à condition de ne pas voir les grands crocodiles se jeter dessus pour en faire une source de profit abusif? Je veux dire, on peut trouver une réglementation, on peut trouver des règles. Les initiatives publiques sont de qualité, mais elles ne couvrent pas l'essentiel des besoins. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'être en relation avec les médecins hospitaliers de votre vicinité, de votre voisinage, de votre CHU, ou même de l'autre bout de la France, pourrait être un avantage qui à la fois économiserait de l'argent et garantirait de meilleurs soins? Ah mais complètement, à 100%. Vous avez vu d'ailleurs que Catherine Vautrin a été interrogée là-dessus en disant, on l'a interrogée sur le statut unique. Le statut unique, c'est une idée que portait mon prédécesseur Jean-Paul Ortiz. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème de statut. Ce qui est certain, c'est que cette organisation en silo assez étanche nuit. Le médecin spécialiste que je suis, je me désole de voir quelle est la position des établissements de santé privés au sein des GHT. Ils sont inexistants ou assis sur un strapontin, alors qu'il faut construire ensemble. Il est évident qu'il faut permettre à la ville… Et ne participe au groupement hospitalier de territoire que si ils le demandent formellement et si le groupement public leur donne la permission, ce qui veut dire qu'on les traite comme des sous-établissements. Mais absolument, et il faut aller plus l'un vers l'autre. Je donne 2 exemples. Comment, dans la clinique dans laquelle je travaille, le groupe Colancy Santé à Reims, quand le chef de service de chirurgie hépatique et pancréatique du CHU de Reims, Reza Kenmanèche, nous dit « Je ne peux pas en faire plus dans mon hôpital pour plein de contraintes qui sied à l'organisation de l'hôpital. J'aimerais pouvoir venir faire ça chez vous. » Nous, on dit « Ouais, chouette, chouette. » Et ça s'arrête. Et pourquoi ça s'arrête? Parce que ce n'est pas souple. Et que pour le faire, il faut créer un GHS
Il faut passer sous les flots. Pour un bonhomme, on marche sur la tête. Les urgences, osons dire un peu la vérité. Enfin, faut-il maintenir, je vais être un peu cru, faut-il maintenir, première chose, c'est de faire un état des lieux. Faut-il maintenir de jour comme de nuit des services d'urgence dans des hôpitaux où l'écosystème, l'environnement ne leur permet pas de prendre en charge autre chose que de la bobologie? Je ne pense pas, moi. Je pense réellement qu'il faut recentrer les services d'urgence, qu'il y en ait moins quand on voit que, je crois que Luc Duquesnel me dit, en Mayenne, il y a 7 hôpitaux, 7 services d'urgence. Simplement, il y en a la moitié d'entre eux, pour ne pas dire les 3/4 d'entre eux, qui sont fermés un jour sur deux. On n'imagine pas la gabegie financière, y compris de certains médecins, mais professionnels qui sont en astreinte opérationnelle avec un coût délirant et qui n'ont pas été appelés depuis des années et dérangés depuis des années. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais je pense que l'heure est grave. Les Français manquent de soignants, n'arrivent plus à se faire soigner. On a impérativement besoin de l'hôpital public et de sa compétence et de son expertise. On a impérativement besoin de villes. Ouvrons les chakras et écartons ces silos étanches qui nous enferment. Et les outils technologiques de communication qui permettent la relation sécurisée et fiabilisée? Oui, oui, évidemment. C'était ma question, en fait. Oui, comment est-ce qu'on va... On ne construit pas la médecine d'aujourd'hui sans tout l'aspect télémédecine. On ne construit pas, je ne sais pas si ça fait répondre à votre question, mais j'ai fait un communiqué récemment là-dessus sur l'intelligence artificielle, que dans la convention médicale qui est en cours de négociation, il n'y ait pas nulle part le mot IA me semble être une erreur. C'est tellement vrai que j'ai saisi Thomas Fatome. Après, d'ailleurs, on avait échangé sur ce sujet avec David Gruson, le génialissime David Gruson, à la tête de son éthique IA, parce que la réglementation a changé. Je ne sers pas à mettre ChatGPT pour remplacer le docteur, mais l'intelligence artificielle avec la garantie humaine médicale, comme l'Europe l'a imposé, parce que ça a été voté par le Conseil européen il y a quelques mois, on ne construira pas la médecine de demain sans cet outil. Un, parce qu'il va améliorer nos organisations et l'accès aux soins. Deux, parce que qui d'entre nous, demain, acceptera que la coloscopie que je lui fais, il n'y ait pas un logiciel de reconnaissance d'image parce que ça découvre 10% de polypes en plus et donc autant de cancers en moins. Et ainsi de suite. Est-ce que je peux reboucler sur ce sujet, Olivier? J'ai d'abord une question de Laurent Verzeau et ensuite je te passe la parole. Laurent, question rapide? Oui, merci. Oui, question rapide. Enfin, question ou remarque d'ailleurs. Donc, Laurent Verzeau, je suis radiologue au Havre et fondateur du réseau VIDI, qui est un réseau de groupes de radiologie indépendants, de radiologues indépendants sur toute la France. Non, moi, je voulais intervenir à la suite du propos de Franck sur on ne peut pas faire plus avec moins. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette proposition. Nous, les radiologues, ça fait 20 ans qu'on fait plus avec moins. On subit des baisses de nomenclature régulières et on s'est adapté régulièrement. Alors évidemment, après, il y a des limites. Il peut y avoir la posture syndicale aussi, et puis il y a des moments où réellement on est à l'os et on ne peut pas faire plus avec moins. Mais je pense qu'il faut que l'ensemble des médecins s'adaptent à cette situation et soient capables de faire bouger les lignes, parce que si on n'envisage pas cette possibilité, on ne pourra pas répondre aux besoins de la population. J'entendais l'intervenant d'Albi tout à l'heure. Moi, j'étais allé à la CNR d'Albi pour rencontrer Agnès Firmin-Le Bourdeau en son temps. Mais c'est la même chose sur tous les territoires. Si les médecins, si on n'assume pas cette responsabilité sociale et sociétale, de dire on doit s'organiser pour répondre aux besoins de la population, et je rejoins ce que vient de dire Jean-Jacques, il faut utiliser les outils qui sont à notre main maintenant. Bon, il y a le problème des zones blanches, il n'y a pas de la fibre partout, mais on va bien finir par y arriver. Mais c'est à nous de proposer ces organisations. Les CPTS peuvent être une voie utile pour ça. Et je te rejoins aussi sur le fait de dire que c'est pas l'assurance maladie qui pourra payer tout ça.
On a besoin de financements complémentaires. On va peut-être savoir trouver en région, dans les communautés de communes, pourquoi pas sur des fonds européens. Mais pour moi, c'est ça. Mais si on commence à dire ah non, on peut rien faire, on peut pas changer nos façons de travailler, c'est pas possible. 2030, c'est 21 millions de Français de plus de 60 ans qui sont plus compliqués à déplacer. On a besoin d'aller au plus près des territoires. Amener quelqu'un qui a 50 ans sur un scanner, c'est pas compliqué. Amener quelqu'un qui a 85 ans ou 80 ans sur un scanner ou une IRM, c'est beaucoup plus compliqué et ça coûte plus cher en déplacement. Enfin, je ne veux pas être plus long, mais voilà, merci. Mais c'était ça mon propos. Je pense qu'il y a à discuter là-dessus. Désolé. Merci, Laurent. Du coup, comme il n'y a pas de questions, je peux peut-être enchaîner. Si, d'un mot. Non, mais Hervé, je te dirais quand. Tu vois, je voudrais d'abord laisser Franck réagir. Je suis 100% d'accord avec toi, Laurent. 100% d'accord. On s'adore et on se connaît par cœur avec Laurent, mais à une petite nuance. Les radiologues et les médecins cliniciens, pas que le généraliste, c'est pas tout à fait pareil. Parce que la culture de l'entreprise qui est arrivée progressivement en radiologie, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, le nombre de cabinets de radiologie dans la ville de Reims dans lequel je travaille était nombreux. Et puis, effectivement, par des mesures tarifaires effet volume où vous preniez cher année après année, ça a contribué à restructurer, réorganiser et à faire plus et beaucoup plus, et plus en qualité, en pertinence, avec moins. Et comme tu dis, à un moment, une fois que tu es à l'os, tu es à l'os. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit être à l'écoute, qu'on doit entendre, qu'on doit accompagner. Quand j'entends, j'avais hier une de mes consoeurs cadres de la CSMF sur la façade atlantique me disant « Mais c'est terrible, Franck, dans mon cabinet que je vais quitter parce que je prends ma retraite dans 2 mois, on est 5 ou 6 généralistes, il y en a 2 qui sont en burn-out. » Je me dis, il y a un souci, quoi. Il y a un souci et qu'on doit écouter, entendre et trouver des solutions. Ce n'est pas que du fric. Trouver les solutions. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi l'éditorial récent de Nicolas Bouzou sur ce sujet. C'est dans Capital et qui disait ce n'est pas avec plus d'argent que l'on remettra à niveau notre système de santé. Et la reconnaissance, certes, c'est de l'argent, mais ce n'est pas que de l'argent. Et d'ailleurs, la revendication des médecins libéraux, y compris des plus poujadistes des organisations, n'est pas, vous l'avez vu comme moi, n'est pas à l'augmentation du salaire annuel du médecin. Je suis désolé, mais je ne l'ai jamais entendu ça. C'est la reconnaissance de ce qu'il fait, de l'acte, de son engagement dans une médecine qui est devenue plus compliquée. Ce n'est pas que de l'argent, mais on a besoin, mais ils se sentent aujourd'hui, à tort ou à raison, mais ils se sentent dans les cordes, déconsidérés. Moi, je pense qu'on doit être très vigilant pour que ce phénomène ne s'aggrave pas. Hervé, c'est à toi maintenant. Oui, merci, c'est gentil. Alors, je vais me permettre de reprendre 3 mots-clés que j'ai entendus dans ton intervention, Franck, qui sont financiarisation, capitation et intelligence artificielle. Financiarisation et capitation, est-ce que ce n'est pas le rêve caché d'Emmanuel Macron, façon retour de l'Emmanuel Macron qui voulait déréguler les taxis, les notaires, les pharmacies, premièrement. Mot-clé, l'intelligence artificielle. Et il me semble que la riposte que vous proposez à la CSMF, c'est l'entreprise médicale libérale. Or, pour structurer ces entreprises médicales libérales, vous allez avoir besoin de niveaux d'investissement considérables, notamment pour faire face aux besoins en technologie numérique et en intelligence artificielle. Mais comment attirer des investisseurs privés au-delà des financements qu'évoquait Laurent de la part des collectivités locales? Il va falloir aller sur le marché pour chercher cet argent, mais comment obtenir cet argent, attirer des investisseurs tout en contrôlant le capital social de vos entreprises pour éviter qu'il y ait effectivement une perte de propriété de l'outil intellectuel? On sait bien que ces investisseurs, ils ont besoin de ROI conséquents pour mettre des billes dans le secteur. Comment organiser tout ça? Alors, en 2 secondes, ça va être compliqué, mais on va essayer. Je ne vais pas rentrer dans
est-ce que c'est pas je ne vais pas aller sonder le psychisme ou le cerveau du président de la République. Et est-ce que quelque part, je sais, hein, beaucoup d'aucuns lui prêtent cette volonté d'aller vers une capitation, une financiarisation, finalement un système très anglo-saxon ou très nord-américain finalement. D'aucuns lui prêtent cette intention-là. C'est certain qu'aujourd'hui, moi ma crainte, c'est que ça en prenne le chemin. Et je ne pense pas que ce soit au service d'un meilleur accès aux soins de la population française. Et qu'on va mettre dans la loi une médecine à deux vitesses, réellement, si on va vers ce système. Certes, elle existe aujourd'hui, hein, parce qu'évidemment, le premier reproche qui m'est fait quand je dis ça, mais quelle naïveté, la médecine à deux vitesses, elle existe aujourd'hui, et vous le savez bien, oui, c'est vrai. Et elle est très injuste, parce qu'on sait tous que nos réseaux vont permettre de trouver plus facilement un médecin ou une réponse aux besoins de soins pour les couches les plus favorisées de notre société. Et je trouve ça à la fois injuste et extrêmement dangereux pour l'équilibre de la société. Vraiment extrêmement dangereux. Et c'est beaucoup plus dangereux que le prix du gasoil qui augmente et qui a fait naître le mouvement des Gilets jaunes. Parce que quand on va afficher haut et fort que les pauvres gens sont moins bien soignés et meurent plus vite, je pense que la société va profondément être secouée. Oui, on ne construira pas sans l'IA. Oui, on a besoin d'un financement extérieur. Mais je pense qu'il faut distinguer le nécessaire financement et les effets pervers de la financiarisation. Et je pense qu'il faut renforcer. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, ça ne touche pas que chez les médecins. Hein, quand on voit aujourd'hui l'appétence, entre autres le Qatar, le pays du Qatar, sur les pharmacies d'officine, j'entends Philippe Bessé qui me dit « ouais, on est protégé ». Mais non, on n'est jamais protégé. Il y a un moment où on ne l'est plus. Notre système de santé est attractif. J'avais plusieurs fois eu cet échange avec Olivier Mercier, qui est le patron d'Interfimo. Il me disait, tu sais, tu es médecin, mais quand tu es en charge d'un portefeuille financier à un niveau de grande importance, tu vas mettre ton argent sur des placements de différentes prises de risques. Tu as besoin d'une base sécuritaire extrêmement forte. Le système de santé français l'offre tellement que le jour où on prend dans la figure le Covid, et ben la France dit, par la voix de son président de la République, quoi qu'il en coûte, et je maintiens le système, et c'est nécessaire de maintenir le système. Et ben, il dit, les systèmes financiers où au 30 décembre, tu investis pour l'année qui suit, et tu sais avant de commencer que tu ne perdras pas d'argent et que ton argent va te rapporter 3,5%, entre 2,5 et 3,5 ou 4,5 ou 4%, qui est la valeur de l'Ondam, parce que finalement, c'est comme ça qu'ils calculent, c'est très attractif. En revanche, je pense qu'il faut vraiment revenir et redéfinir ce système des actions prioritaires. Quand j'entends qu'il y a des prises de participation dans des sociétés, on n'a pas le droit d'avoir une prise de participation au-delà de 25% du capital, et que ces 25% du capital génèrent 99% de la rémunération, qui détient le pognon, détient le pouvoir. Alors, tout n'est pas simple, il faut aussi acculturer les médecins là-dessus. Mais parfois, les décisions, elles sont pas forcément prises dans le meilleur sens d'une qualité, d'une pertinence. Et ça, moi, je pense qu'il faut imposer, moi qui bosse en établissement de santé, que tout ce qui concerne le projet médical soit, mais par la loi finalement, co-construit avec la signature du président de la communauté médicale d'établissement et du directeur propriétaire de l'établissement. Ils ont un intérêt à travailler ensemble. Il faudrait être fou que de ne pas travailler ensemble. Mais les intérêts vont pas forcément dans le même sens. Et bien ça, il faut que ça bouge. Je pense qu'il faut que ça bouge. Eh bien, écoute, Franck, on arrive à la fin de ce Café Nil qui a été tout à fait passionnant. Comme le dit Alain, d'ailleurs, il n'y a pas eu de langue de bois. On aime beaucoup ça au Café Nil. On a horreur de la langue de bois au Café Nil. C'est quelque chose qui ne nous ressemble pas.
Vraiment merci pour ta réactivité face à cette nomination de Frédéric Valletoux. Et je pense qu'on a mieux compris quelles sont les zones de faille, bien entendu, mais aussi quelles peuvent être les zones de rapprochement, parce qu'au bout du compte, il faudra quand même, pour notre pays, qu'on arrive à avoir un projet qui soit un projet consensuel et dont l'objectif, c'est véritablement de soigner les populations et que ce soit fait au plus proche des territoires, à mon avis, me semble la chose la plus importante. Je voudrais juste faire une annonce. On a quelques caféniles là, qui vont arriver en mars. On a en particulier le 6 mars, on a Cécile Pulcini qui vient pour parler de l'antibiorésistance. Vous savez que chez NIL, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui concerne le One Health. On a lancé un doutan qui est France for One Health. Et donc, on aura notre réunion avec notre partenaire qui est Comme Public à l'Académie de médecine avec toutes les académies qui sont concernées par la question, c'est-à-dire quasiment toutes, la Fondation de l'Académie de médecine, la Fédération européenne de l'Académie de médecine et des représentants éminents de la société civile dans le domaine de l'agriculture, bien entendu de la médecine, des professions de santé humaines, des vétérinaires, des élus locaux. On a également Anne-Cécile Violent qui vient. Donc, cette manifestation est une manifestation à laquelle je vous convie avec un immense plaisir et je pense que ce sera le thème des 30 prochaines années que de rapprocher ces différents mondes pour faire en sorte que, nonobstant la qualité du soin que cherchent à maintenir nos professionnels de santé, on ait aussi une qualité générale de la santé dans ce pays, que cette santé soit végétale, environnementale, vétérinaire ou humaine. Voilà. Merci à tous en tout cas. Et puis à très très bientôt. Merci encore Franck. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Franchement, c'est toujours un plaisir. Et pour la petite anecdote pour vous faire sourire, comme ma fille aînée que vous connaissez bien, Marine, me disait, eh ben, mon cher papa, on est à 2-2 chez NIL, simplement j'ai 32 ans et t'en as 59. Voilà. Voilà, merci infiniment. Olivier, à très vite. On se fait un petit dîner un de ces jours. Avec plaisir. Je t'envoie des dates. Ok. Merci.